août 2007 éclate la crise financière. Cette crise financière qui est sans précédent quasiment depuis 1929 par son ampleur, par sa gravité, par les dégâts à l'échelle mondiale. Et donc 2007-2015, août, on peut commencer à faire le bilan. Et pour faire le bilan, même si je vais me consacrer essentiellement à la question de la séparation des banques, du rôle des banques, ce que je voudrais faire, c'est d'abord comment est-ce qu'on va évaluer le chemin qui a été parcouru et les progrès qui ont été accomplis. Alors, première question, est-ce qu'aujourd'hui les banques sont plus sûres? Première question. Deuxième question, est-ce que les marchés financiers sont moins volatiles? Troisième question, pour nous permettre de juger, est-ce que les risques sont maîtrisés? Quatrième question, c'est est-ce que les réglementations, les réformes ont été adoptées et en plus mises en place, commencent à être appliquées? Cinquième question, c'est est-ce que la Banque Centrale Européenne mène une politique qui soit davantage, même si ce n'est pas important, mais davantage au service de l'intérêt général? Sixième question, est-ce que l'union bancaire est la solution aujourd'hui à la gestion d'une crise bancaire qui éclatait au niveau de la zone euro ou de l'Union européenne? Septième question, est-ce que la taxe sur les transactions financières a été mise en place? Huitième question, est-ce que le trading à haute fréquence est banni aujourd'hui, vu les risques qu'il implique? Neuvième question, est-ce que les modes de financement aujourd'hui permettent que les ressources soient consacrées, les ressources financières soient consacrées à l'économie réelle? Et dixième question, est-ce que l'union des marchés des capitaux est aujourd'hui la solution? Et est-ce qu'on a banni les pratiques financières qui sont risquées et porteuses d'instabilité et de gros risques systémiques? Avec ces 10 questions, vous les regardez et vous avez déjà la réponse à la fois de l'ampleur de ce qui n'a pas été fait et de ce qu'il faudrait faire. Alors, est-ce à dire, est-ce que je veux dire par là qu'il n'y a rien qui a été fait? Non, bien sûr que non. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Mais ce qu'on peut constater, et je vais l'illustrer, et je pense que mes camarades vont faire la même chose, ce qu'on va illustrer, c'est que les réformes, quand elles ont été adoptées, eh bien, il y a toujours une course entre la réglementation et les innovations financières et les acteurs de la finance pour contourner ou trouver une autre façon de contourner justement ces réglementations, et les lobbyistes pour vider de leur contenu, peser de tout leur poids, pour vider de leur contenu ces réformes, les vider de leur substance et en faire vraiment des coquilles vides qui vont servir, bon bien sûr, mais qui servent avant tout d'affichage, et on est très loin de la finance, c'est mon ami, voilà ce que je ferais, voilà, si j'étais président. Cette non-séparation contient des risques, et que ces risques sont toujours extrêmement présents malgré les réformes, la réforme qui a été adoptée notamment au niveau de la France, et c'est pour montrer que les réformes qui ont été adoptées ne sont pas suffisantes à notre avis et n'ont pas circoncis le risque. Alors pourquoi d'abord, je voudrais rappeler pourquoi est-ce qu'on demande la séparation, et j'avais recensé 5 raisons pour cette séparation de la banque d'investissement, de financement et d'investissement, de la banque de détail. Donc pourquoi nous sommes contre le modèle de la banque universelle, le modèle qui est chéri et particulièrement présent en France, et que les banquiers défendent bec et ongles et mordicus, parce qu'il est essentiel pour eux. Je crois qu'on ne se rend pas compte de l'enjeu qu'il y a, et nous avons ici en France un rôle particulier à jouer, parce que le discours consiste à dire mais la banque universelle, mais la diversification c'est très bien, regardez comment les banques françaises ont bien supporté la crise, les banques universelles c'est vraiment excellent, les banques françaises elles sont pas en crise, la crise elle est née aux États-Unis et nous on subit
les conséquences de ce qui s'est passé aux États-Unis, mais nous, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'on a une tâche vraiment particulière ici en France, parce qu'on est ceux qui pouvons expliquer pourquoi ce n'est pas uniquement le mal américain, mais qu'il est bien ici présent aujourd'hui, et que le modèle de la Banque universelle, c'est vraiment un modèle qui est le modèle français et contre lequel il faut se battre, parce que ce modèle-là, ce qu'il préserve, c'est avant tout l'intérêt de la finance contre l'intérêt général et l'intérêt de la société. Alors pourquoi la séparation? Pour vous montrer qu'on n'est pas des fétichistes de la séparation, mais qu'il y a une raison pour laquelle nous sommes pour la séparation. D'abord parce qu'on considère que cette séparation entre les activités qui font le cœur même de la banque, c'est-à-dire sa raison d'être, qui sont les activités de collecte des dépôts et d'octroi de crédit, c'est-à-dire la banque de détail, la banque qui nous sert à nous tous, c'est la séparation de cette activité-là de celle des banques de financement et des activités de marché. Elle a une raison tout à fait importante parce qu'elle vient en complément, parce que c'est ça qui empêche le risque systémique, parce qu'elle vient en complément des régulations, des réglementations macro-prudentielles et elle met en place aussi, il y a les réglementations micro-prudentielles et là il y a la réglementation macro-prudentielle et que les deux visent à séparer justement le risque systémique, c'est-à-dire le risque que l'ensemble du système s'effondre parce qu'il y a un risque qui est dans une des activités, et c'est les activités de marché en l'occurrence. Ensuite, la deuxième raison, donc c'est contre le risque systémique, la première raison. La deuxième raison, c'est donc pour limiter le risque de contagion, justement, entre les activités de marché ou les activités pour compte propre ou de tenue de marché, et qui sont par nature volatiles par rapport aux activités donc, de banque commerciale, de banque de détail. Et que, justement, ces banques de détail soient les seules à être protégées et bénéficier du filet de protection publique. La troisième raison, c'est par rapport au too big to fail. C'est-à-dire que les banques ont acquis une telle importance, une telle taille, qu'on ne peut pas justement les laisser faire faillite sans que ça ait des conséquences sur l'ensemble de la société. Et donc, on est obligé, vu leur taille, de venir à leur secours, quand même bien, elles mériteraient de payer pour leur comportement et les risques qu'elles prennent. Quatrième raison, c'est pour éviter justement la distorsion qui est introduite par le fait que les banques universelles, et notamment les banques de financement et d'investissement, la partie banque de financement et d'investissement, va bénéficier de ce qu'on appelle la garantie implicite, c'est-à-dire le fait que les autorités vont intervenir pour les protéger. Et sachant ça, donc, c'est une espèce de forme, c'est une garantie qui est donnée, qui est indue, qui n'est pas nécessaire, qu'on n'a pas à donner justement à des activités de marché risquées. Et finalement, la dernière raison, c'est parce qu'on considère que les ressources financières devraient être consacrées à l'économie réelle et non pas servir aux activités de marché. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on est pour la séparation de la banque de détail des banques de financement. Et le deuxième paradoxe de cette crise, c'est qu'on était parti de l'idée que les banques sont too big to fail, donc trop importantes, trop grandes et présentent un risque systémique. Et avec les réglementations et la crise, on débouche à un paradoxe qui est que les entités sont plus grandes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant le début de la crise. Le Royaume-Uni, la Belgique, la France et l'Allemagne ont adopté des lois dites de séparation donc, dans les banques. Et donc, si on regarde par exemple le cas de la France avec la loi qui a été adoptée en juillet 2013, ce n'est pas moi qui le dis, vous êtes tous au courant, on s'aperçoit que le résultat, c'est que dans le meilleur cas de figure, dans la banque de financement, ça reviendrait à séparer des activités qui représenteraient à peine 2% du chiffre d'affaires, disons, de la banque. Et dans les banques universelles, des aveux même
des dirigeants des banques, ça représente moins que 1% justement du chiffre d'affaires de la Banque universelle. Alors est-ce que quelque chose qui représente si peu mérite réellement que ce soit le terme de réforme ou de séparation? J'en doute fort. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la France s'est précipitée, et avant tout, pour adopter cette réforme-là, bien avant tout ce qui était discuté au niveau européen, parce qu'il faut dire que ça a été fait pour justement couper l'herbe sous le pied des réformes qui étaient discutées, notamment de ce qu'on appelle le rapport Liikanen, qui a été rendu sur cette même question-là et qui représentait un progrès beaucoup plus important, qui était beaucoup plus radical, disons, que ce qui a été adopté en France. Et ce rapport Liikanen, il était plus ambitieux, même si sur certains aspects on peut considérer, mais il était bien plus ambitieux que la réforme qui a été adoptée en France, ne fût-ce que parce qu'il proposait de séparer ce qu'on appelle l'activité de tenue de marché de ce qu'on appelle les activités pour compte propre. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on considère que la France est précipitée pour empêcher justement qu'une réforme plus radicale et plus ambitieuse soit adoptée au niveau européen. Alors, le commissaire, il y a eu le projet Barnier qui a été proposé de l'ancien commissaire européen Michel Barnier, qui a proposé une réforme en 2014 qui proposait justement la filialisation de la tenue de marché à partir de certains seuils pour toute la communauté européenne, enfin pour toute la communauté au niveau européen, et non pas de laisser à la discrétion des autorités nationales les seuils et les jugements. Et quand on regarde le projet Barnier, finalement sur les 8000 institutions au niveau européen, ça aurait pu toucher une trentaine de banques qui étaient de niveau systémique. Mais il y a eu une telle bagarre pour empêcher que, par les amendements, pour vider de son contenu et de sa substance cette réforme du projet Barnier, que finalement l'accord sur lequel se sont mis d'accord donc les ministres au niveau européen, donc l'ECOFIN de juin 2015, hein, de juin dernier, en fait est en recul net par rapport au projet Barnier, puisque le texte prévoit notamment une séparation obligatoire, mais non une interdiction des activités de trading pour compte propre. Il y a des dérogations qui vont être adoptées, notamment par exemple, il va y avoir des dérogations pour les banques britanniques, parce qu'elles ont adopté ce qu'on appelle le plan Vickers, qui est plus radical que le plan français, ce qui fait hurler les banquiers français en disant mais vous voyez, il y a une distorsion et les banquiers britanniques, eux, vont bénéficier d'une dérogation et pas nous. Et aussi parce que ce projet-là ne va pas toucher certaines banques au-delà, si elles ont un chiffre d'affaires, un bilan inférieur en fait à 35 milliards par exemple, et c'est le cas par exemple où des dépôts en deçà de 3%, ce qui est le cas par exemple des banques américaines en Europe, et bien entendu les banquiers français disent que c'est une distorsion à la concurrence et que c'est un coût qui est porté aux banques françaises par rapport à ça. En réalité,
c'est bien parce que la France s'est précipitée à adopter une réforme minimaliste qui ne mérite pas ce nom, qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation-là. Les conséquences de la crise découlent du comportement des banques, et notamment des banques universelles aussi. Les leçons n'ont pas été tirées, que ce qui a été adopté existe, mais que c'est vraiment très en deçà de ce qui serait nécessaire, justement, pour faire en sorte qu'une telle crise ne se reproduise pas. Qu'aujourd'hui, on est très loin d'avoir réussi à maîtriser les risques et à mettre la finance au service de la société et non pas au service des privilégiés de la société. 8 ans après le début de la crise, un certain nombre de réformes ont été mises en place, mais la finance n'a pas été remise au service de la société et les leçons de la crise n'ont pas été apprises. Bonjour et merci de m'avoir invité. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je travaille pour Finance Watch, qui est une ONG qui a été créée il y a 4 ans à la demande d'un certain nombre de députés européens. Et notre objectif est de remettre la finance au service de la société. Et donc on fonctionne comme une ONG et un contre-lobby à Bruxelles pour en fait raconter l'autre version de l'histoire aux députés européens et aux différentes institutions européennes. Une autre spécificité est le fait que la plupart d'entre nous avons travaillé dans l'industrie financière précédemment. Personnellement, j'ai passé 12 ans en salle des marchés à fabriquer et vendre des produits dérivés, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir décrypter plus facilement les arguments fallacieux de l'industrie. Alors tout d'abord, la plupart des réformes qui ont été mises en place ont été des réformes à la marge, et absolument pas des réformes de fond, et ce du fait du lobbying énorme de l'industrie financière. Pour vous donner un élément qui est frappant pour nous, c'est le fait que les réglementations mises en place post-crise n'ont absolument pas remis en question les failles connues des réglementations précédentes, telles que la complexité excessive qui offre des opportunités pour contourner les règles, ou la possibilité pour les banques de manipuler leur capital réglementaire. Que si on fait une réglementation qui est basée sur des règles, c'est extrêmement facile de créer des nouveaux produits qui n'ont pas exactement le même nom et qui contournent la réglementation. Alors que si on change l'approche réglementaire, on fait une réglementation par principe, c'est-à-dire qu'on ne réglemente pas, non pas une entité ou une activité qui porte un nom spécifique, mais on réglemente la substance économique d'une activité, c'est une réglementation qui est beaucoup plus robuste, qui est beaucoup plus stable dans le temps et qui est beaucoup plus difficile de contourner. Et là aussi, malheureusement, on a conservé l'approche basée sur des règles, mais on n'est pas passé à une approche de principe. Le deuxième problème qu'on voit avec la réglementation qui a été mise en place post-crise est le fait qu'essentiellement il s'agit de réglementations micro-prudentielles. C'est-à-dire que c'est des réglementations qui visent à rendre les institutions prises individuellement plus robustes, mais quasiment rien n'a été fait pour rendre le système financier dans son ensemble plus stable et plus robuste, et en contradiction complète avec les leçons de la crise. Et en fait, c'est effectivement deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, si une banque fait faillite, c'est pas un problème pour le système, une autre banque la rachète, et ça n'affecte pas le fonctionnement du système, ça n'affecte pas les contribuables qui sont admis à contribution. Si par contre, la plupart des banques font faillite au même moment, à ce moment-là, vous avez une intervention du gouvernement pour sauver les banques avec l'argent des contribuables. Donc la réglementation micro-prudentielle, c'est de rendre les institutions individuellement plus robustes, n'est pas du tout la même chose que rendre le système plus robuste. Et on a fait un certain nombre de réformes sur le premier point, et quasiment rien sur le deuxième. Alors ce qui est plus grave, c'est que ce qu'on constate à Bruxelles, c'est que depuis un an, l'élan et la volonté politique à réformer se sont complètement évaporés. Le message officiel qui est martelé est que la mission est accomplie, circuler, il n'y a rien à voir, on a fait suffisamment de réformes, et maintenant on doit se concentrer sur la croissance et la création d'emplois.
Et la narrative officielle va même plus loin en expliquant que la réglementation qu'on a mise en place au cours des 5 dernières années est un frein à la croissance et à la création d'emplois et qu'il faut donc déréglementer. Or, c'est faux, il n'y a pas d'opposition entre réglementation financière et création d'emplois. Au contraire, la stabilité financière est un prérequis à une croissance et à des créations d'emplois durables, vu le coût social énorme des crises financières. Et alors c'est intéressant parce que quand on écoute les discours de la nouvelle Commission européenne, par exemple, on voit l'émergence de toute une rhétorique biaisée. C'est-à-dire que la réglementation n'est plus un outil de stabilité financière, mais un frein à la croissance. On ne parle pas de promouvoir le shadow banking, mais d'aider à financer les PME. On ne parle pas de privatiser les infrastructures, mais d'impliquer les marchés dans le financement de l'économie réelle, etc., etc. Et alors, une initiative, entre autres, est particulièrement préoccupante, et c'est l'initiative principale de la nouvelle Commission européenne. Il s'agit de l'Union des marchés de capitaux. Alors, cette initiative vise à promouvoir le financement de l'économie, et en particulier des PME et de l'infrastructure, par des institutions financières non bancaires, telles que des assureurs, des fonds de retraite, des institutions monétaires et des hedge funds. Donc en d'autres termes, c'est clairement la promotion du shadow banking. Alors pour mémoire, le shadow banking désigne des activités bancaires telles que le crédit qui sont effectuées par des entités non bancaires. Et comme un certain nombre de ces institutions sont beaucoup moins réglementées que les banques, on les appelle banques de Londres ou shadow banking. Et alors cette initiative illustre parfaitement le changement de climat politique dont je parlais précédemment, puisque en 2 ans, on est passé de « il faut réglementer le shadow banking » à « il faut promouvoir le shadow banking ». Alors concrètement, comment ça va se faire? La Commission souhaite relancer la titrisation, qui est l'activité qui était au cœur de la crise, l'activité qui consiste pour une banque à repackager un certain nombre de prêts accordés et à les vendre à des investisseurs. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que contrairement à ce qui est mentionné par la Commission, cette initiative n'est absolument pas une nouveauté. Au contraire, c'est l'exacte poursuite de ce qui se passait avant la crise, où les grosses banques d'investissement et universelles étaient en train de développer plus encore leurs activités de marché et la titrisation, au détriment des activités de banque traditionnelles et avec les résultats qu'on connaît. Alors cette initiative est basée sur des hypothèses qui sont très discutables pour nous. Tout d'abord, d'après la Commission européenne, la relance de l'économie nécessite d'augmenter l'offre de crédit. Or, quand on regarde les données de la BCE, on s'aperçoit que dans l'ensemble, les PME européennes n'ont pas de problème d'accès au crédit et sont beaucoup plus préoccupées par le manque de clients. Alors effectivement, il y a des difficultés d'accès dans certains pays d'Europe du Sud liées à des contextes nationaux spécifiques, mais si on regarde globalement, il n'y a pas de pénurie d'accès au crédit. Et donc la réponse politique ne devrait bien évidemment pas être la même. On sait par ailleurs que les faibles créations d'emplois actuelles sont liées à un manque de demande qui est lui-même lié à des facteurs structurels tels que la hausse des inégalités au cours des dernières décennies qui a réduit le pouvoir d'achat des classes moyennes et défavorisées. Or, là aussi, la réponse politique ne prévoit absolument rien pour réduire ces inégalités et se concentre uniquement sur les vieilles recettes, à savoir inonder le marché de crédit. Toujours d'après la Commission, la crise a montré que les banques étaient trop risquées, et donc il fallait réduire le rôle des banques et augmenter celui des marchés financiers. Or, il est essentiel de distinguer par type de banque, c'est-à-dire que effectivement, la crise a montré que certaines activités de marché des banques universelles et d'investissement étaient trop risquées, telles que la titrisation, mais elle a montré par contre que les banques traditionnelles étaient beaucoup plus robustes, beaucoup plus stables, beaucoup plus focalisées sur le financement de l'économie. Et donc, la conclusion logique devrait être de promouvoir le modèle banque traditionnel, mais la Commission fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en promouvant la relance de la titrisation, qui est une activité qui est effectuée par les banques d'investissement, on promeut le modèle de banque qui s'est avéré plus fragile, qui a nécessité un sauvetage, et en complète contradiction avec les leçons de la crise. La crise en Chine, un point qui est intéressant à noter, en fait, cette crise est due entre autres à une bulle spéculative
qui elle-même a été alimentée par le fait que les petits épargnants ont été poussés par le gouvernement chinois à aller sur les marchés. Et de façon intéressante, c'est exactement ce que la Commission européenne est en train de vouloir faire en Europe, puisque elle explique qu'il faut libérer l'épargne des ménages qui est actuellement en dépôt bancaire pour que les gens aillent sur les marchés financiers, et ce sera la seule façon de financer leur retraite, etc. Donc c'est intéressant de mettre ça en perspective pour voir qu'on est en train de promouvoir exactement ce qui pose problème actuellement en Chine. La Commission prétend par ailleurs que l'économie européenne est trop dépendante au financement bancaire et devrait s'inspirer du modèle américain où les marchés financiers jouent un plus grand rôle. Et alors, s'il est vrai que dépendre des banques expose les entreprises et les ménages à une baisse de l'offre de crédit bancaire, dépendre des marchés financiers est beaucoup plus risqué, étant donné la capacité bien connue des marchés à paniquer sans raison et à inonder le marché de crédit un jour et fermer le robinet le lendemain. Et donc nous pensons qu'il n'y a aucune raison objective et légitime de changer le modèle européen pour copier le modèle américain. Et on entend enfin l'argument selon lequel une relance de la titrisation permettrait d'offrir plus de financement aux PME, l'idée étant que les banques vendant leurs prêts aux investisseurs, elles ont la capacité d'octroyer de nouveaux prêts. En fait, il y a deux problèmes avec cet argument. Tout d'abord, comme on sait, c'est pas parce que les banques ont la capacité de prêter plus qu'elles vont prêter plus. Comme on a vu, elles peuvent choisir d'utiliser leur capital pour d'autres activités plus rémunératrices, telles que les activités de marché. Et d'autre part, on sait déjà que la titrisation de crédit PME est trop complexe et trop coûteuse pour fonctionner sans subvention. La titrisation nécessite de payer d'importantes commissions à un certain nombre d'intermédiaires qui fabriquent la titrisation. Elle nécessite aussi d'offrir un rendement attractif aux investisseurs. Et tout ça se traduit en fait par des prêts à des taux plus élevés pour les PME. Je pense que l'objectif principal de cette union des marchés de capitaux et de la relance de la titrisation n'est ni la création d'emplois, ni le financement des PME, mais principalement l'augmentation de la profitabilité et de la compétitivité des banques. Pourquoi? Parce que les banques sont au cœur du shadow banking. Quand on entend shadow banking, on peut avoir l'idée que c'est quelque chose qui est séparé des banques. En fait, le shadow banking et les banques sont extrêmement liés, puisque comme on l'a vu, ce sont les banques qui fabriquent les titrisations, et que les entités du shadow banking sont la plus grosse source de financement des grosses banques européennes aujourd'hui. Et donc une relance de la titrisation, qui est une activité très profitable, profiterait essentiellement aux grosses banques. Une relance de la titrisation, en l'absence d'une réglementation parallèle adéquate, va créer un système financier qui est plus instable et plus fragile. Alors pour vous donner deux illustrations de ça, contrairement au prêt bancaire qui est effectué par une seule entité, la banque, le processus de titrisation implique une chaîne d'entités qui sont liées entre elles par un réseau de contrats, et ce qui crée donc un risque d'effet domino si une des entités dans la chaîne est en difficulté. Et les entités du shadow banking n'ont en outre pas accès aux filets de sécurité publique, tels que l'accès à la liquidité de la banque centrale. Les banques et les marchés ayant un comportement moutonnier, qu'on connaît bien, ils veulent généralement tous acheter ou vendre en même temps. Et pour que le système soit stable, ça suppose qu'une entité soit capable d'acheter quand tout le monde veut vendre, et vice-versa. Alors pour les banques, ce rôle est joué par la banque centrale, mais pour les shadow banking, personne ne joue ce rôle. Et si demain, comme c'est prévu, on a une privatisation des retraites et qu'un gros fonds de retraite privé se retrouve en difficulté et fait des grosses pertes, il y a de très fortes chances qu'il y ait une volonté politique d'aller à sa rescousse, une fois de plus, avec l'argent des contribuables. La titrisation qui est prévue aujourd'hui est censée être une bonne titrisation, qui est très différente, qui est beaucoup plus simple, transparente, qui n'a plus de conflit d'intérêts. Et pour mémoire, les conflits d'intérêts, c'est ce qui avait poussé les banques à titriser en priorité les emprunts de mauvaise qualité, etc. Alors en pratique, quand on regarde la définition qui est proposée, et cette semaine on a eu un premier draft de la commission qui est sorti, donc on sait exactement de quoi il s'agit, on s'aperçoit que c'est une titrisation qui reste extrêmement complexe et que les conflits d'intérêts ne sont pas du tout réglés. Il y a eu le fait que le crédit aux États-Unis avait été déréglementé, c'est-à-dire on autorisait
le fait de prêter à des gens qui n'avaient pas de revenus, qui n'avaient sans documentation, etc. Pour mémoire, il me semble qu'on a été sauvé par le Gong en France, puisque Sarkozy voulait introduire des subprimes juste avant la crise. La titrisation est un mécanisme amplificateur qui permet de transférer ses crédits et donc d'en amplifier. Mais quand on parle de crédit traditionnel, le bilan de la crise est que ça a eu, les problèmes que ça a causé ont été très limités. On entend souvent que, par exemple, des banques comme Northern Rock ou les caisses d'épargne espagnoles étaient des banques traditionnelles qui auraient connu des difficultés, etc. En réalité, ce n'étaient pas des banques traditionnelles. Quand on regarde leur activité, elles faisaient de la titrisation, elles faisaient d'autres activités de banque d'investissement, etc. Et même avec les prêts subprime qui n'auraient jamais dû être accordés, s'il n'y a eu que ça et pas la titrisation en parallèle, l'impact aurait été bien moindre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les solutions sont connues en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que les problèmes liés à l'instabilité et au risque créé par le shadow banking et à la titrisation, on sait quoi. Les solutions incluent la mise en place de réglementations macro-prudentielles pour réduire le risque de crise future, l'encadrement plus strict de la titrisation, une simplification de la réglementation financière pour la rendre plus efficace, promouvoir les banques traditionnelles et locales et non pas les banques d'investissement, réduire les inégalités pour relancer l'économie, etc. Les solutions, on les connaît. Ce dont on a besoin, c'est de même que sur le TTIP ou TAFTA, c'est une mobilisation forte pour faire entendre la voix des citoyens et enfin tirer les leçons de la crise. Les PPP, c'est un très beau sujet et tout à fait d'actualité, puisque effectivement le pendant de l'Union des marchés de capitaux et le projet Horizon 2020 qui prévoit effectivement le développement des partenariats publics-privés. En caricaturant les choses, pour nous, il y a cette volonté de transformer l'Europe continentale en Grande-Bretagne, avec demain une santé à deux vitesses, une éducation à deux vitesses, des prisons privatisées, etc. Et comme on sait, les partenariats publics-privés sont très populaires auprès des élus parce que c'est une forme d'arbitrage réglementaire, c'est-à-dire que ça permet de contourner les règles de déficit en comptabilité publique. Ça coûte quasiment systématiquement plus cher aux contribuables que si c'était de l'investissement public. Ça transfère le coût sur les générations futures et c'est des contrats extrêmement opaques, etc. Donc là aussi, nous on n'est absolument pas pour ce mode de financement. Après, pour des raisons tactiques, on a choisi plutôt que de dire qu'il n'en faut pas, parce que ce serait inaudible en termes de lobbying. On pousse à minima à ce qu'il y ait une transparence totale, c'est-à-dire que les contrats soient accessibles à tous les citoyens, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Mais évidemment, ça n'empêche pas des ONG qui travaillent plus sous forme de campagne, de pousser à ne pas développer les PPP. Parler de réglementation et de stabilité financière est aujourd'hui complètement inaudible politiquement. Seul compte, comme je disais, la croissance et la compétitivité. Il est très important de faire entendre notre voix à nos députés européens pour qu'ils résistent aux pressions du lobby bancaire. Je vais donner quelques éléments maintenant sur la taxe sur les transactions financières, puisque vous savez que c'est avec cette taxe que la petite taxe Tobin au départ qu'est née Attaque, et que donc pour nous c'est un sujet important, même si ce n'est pas, et de très loin, le seul sujet que nous abordons, notamment en ce qui concerne les questions de régulation financière. Alors, rappeler quelques éléments de contexte. Il faut savoir que le secteur financier, au sens large, est le secteur de nos économies qui est le moins taxé. Ça, il faut le savoir. Moins que l'industrie, par exemple. Par ailleurs, ça fait longtemps qu'on parle de la taxation des transactions financières. Au siècle dernier, dans les années 1930, Keynes, un certain John Maynard Keynes, avait déjà proposé, pour lutter contre la spéculation, de promouvoir la taxation des transactions financières. Et puis un autre keynésien, néo-keynésien, dans les années 70, James Tobin, américain, a proposé une taxe, d'où le nom de taxe Tobin, avec l'idée que, puisque la sphère financière, et en l'occurrence à l'époque c'était surtout le marché des devises, est sans arrêt secoué par des soubresauts financiers de spéculation, liés à la spéculation, il fallait utiliser des instruments comme la taxation
qui permettrait d'amoindrir le pouvoir et la rentabilité des spéculateurs. Alors pour nous, ATTAC, la taxe sur les transactions financières a deux objectifs, dont un qui est ultra prioritaire, qui est la lutte contre la spéculation et la réduction de la taille excessive du marché financier. C'est-à-dire que nous pensons que si on met en place une taxe appropriée, je dirais dans un sens qu'on peut attendre par approprié, eh bien on aura en effet beaucoup d'opérations de nature purement spéculative, dangereuses et inutiles socialement, qui seront réduites, et que de ce fait ça dégonflera en partie la taille du système financier. Donc ça c'est notre objectif premier. Il y a un deuxième objectif dans toute taxation, il y a aussi l'idée de collecter des ressources publiques, c'est-à-dire des ressources qui vont permettre par exemple de financer des biens publics mondiaux, de faire aussi de la redistribution entre les pays du Nord et les pays du Sud, par exemple. Supposer que la taxe sur les transactions financières réussisse à réduire sérieusement la taille du système financier, alors le rendement de la taxe va baisser, forcément. Donc, ces deux objectifs peuvent apparaître contradictoires, il faut donc les hiérarchiser. C'est pourquoi nous disons la taxation est d'abord là pour lutter contre la spéculation. Ce que nous disons aussi, c'est que la TTF, la taxe sur les transactions financières, n'est qu'un instrument parmi d'autres, certainement pas suffisant à lui seul pour casser la spéculation et pour s'attaquer au monstre aujourd'hui de la finance spéculative. Mais nous maintenons que cet instrument peut être très efficace, contrairement à ce que les adversaires de celle-ci peuvent dire. Alors, quelques mots sur des expériences, parce qu'on nous dit que ça n'a jamais marché, c'est inefficace, etc. Et il faut savoir qu'il y a eu déjà pas mal d'expériences dans le monde de taxation des transactions financières. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont dans les pays dits émergents, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents, que les expériences les plus intéressantes et les plus efficaces ont été mises en œuvre. Je donnerai 2-3 exemples. Dans les années 90, peut-être en avez-vous entendu parler, il y a eu beaucoup de spéculation en Amérique latine. Et bien des pays comme le Chili et la Colombie ont mis avec succès en place cette taxation. À la fin des années 90-98, vous vous rappelez la crise des pays émergents, la crise financière, Malaisie, Indonésie, etc., eh bien, des pays ont mis en place, avec des résultats probants, même le Fonds monétaire, qui était opposé au départ à la taxe, a reconnu que ça pouvait être efficace, et aujourd'hui, des grands pays comme l'Inde et le Brésil ont en place des systèmes de taxation financière. Évidemment, d'un pays à l'autre, c'est différent, il n'y a pas les mêmes modalités, mais c'est quelque chose qui existe ailleurs. Alors pour nous, les pays dits industrialisés ou dits développés, il y a eu des expériences antérieures. Alors je vais, pour ne pas donner une liste trop longue, mais des pays comme 2 pays européens ont mis en place très récemment, c'est la France en 2012, puis 2014, et l'Italie en 2013, ont mis en place une taxation des transactions financières. Sauf que ces taxations sont ridiculement faibles. C'est pour faire croire qu'on a fait quelque chose. Le gouvernement actuel a mis en place en 2012, donc c'est une taxation, c'est le gouvernement Ayrault qui a mis ça en place, limité uniquement aux actions des plus grandes sociétés, avec un taux très faible de 0,2%, aucune taxation des produits dérivés, je vais y venir dans un instant, aucune taxation permettant de toucher ce dont parlait Esther tout à l'heure, le trading à haute fréquence, hein. Et du coup, cette taxe ne rapporte presque rien, moins de 1 milliard, et elle n'a aucun effet, pratiquement, sur la spéculation. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là que le point pour nous est essentiel, c'est que, d'une manière tout à fait surprenante, la Commission européenne, et bien sûr il s'agit de la précédente Commission, hein, celle qui était à l'époque, disons, plus volontariste en matière de réforme financière, a proposé une directive, alors il y en a eu plusieurs, mais une en 2013, qui a été extrêmement intéressante parce qu'il y a eu un revirement de doctrine totale de la Commission, qui était totalement opposée à la taxation des transactions financières parce que ça nuisait à la mobilité du capital. Vous savez, les grandes libertés en Europe, dans le marché unique, c'est liberté de circulation des marchandises, des personnes, des capitaux en particulier. Et bien là, il y a eu un revirement, à notre grande surprise. Et deuxième grande surprise, c'est que les modalités de cette réforme sont relativement ambitieuses. C'est pourquoi, je vais vous dire pourquoi dans un instant, c'est pourquoi ATTAC et d'autres organisations, nous avons tout de suite soutenu cette directive, malgré ses limites, dont je vais dire un mot, parce que nous pensons qu'elle constituait une base tout à fait intéressante. Pourquoi c'est une bonne
réforme, une réforme intéressante. Parce que d'abord, elle a une base fiscale large. Elle taxe la quasi-totalité des transactions financières. Les obligations, les actions et les produits dérivés, c'est-à-dire les opérations à terme sur les marchés d'options, qui sont les principaux instruments de la spéculation aujourd'hui. Par ailleurs, elle est organisée de telle sorte qu'elle pourrait, si elle était appliquée, cette directive, toucher le trading à haute fréquence. Et par ailleurs, elle contient des dispositions, c'est très intéressant parce que les adversaires de la TTF disent mais si vous faites cette taxe, il y aura de l'évasion fiscale et ça sera totalement inefficace. Et là, il y a des dispositions dans la directive qui permettent de bloquer l'évasion fiscale. Il y a d'abord ce qu'on appelle le principe de résidence. C'est-à-dire que toute entité financière qui réside, et en particulier qui a son siège social dans l'espace européen, eh bien, sera taxée. D'accord? Même si ça peut être une filiale d'une banque étrangère. Deuxièmement, il y a le principe d'émission. C'est-à-dire que tout titre qui est émis par une entreprise dont le siège social est dans la zone qui est considérée, la zone européenne, sera taxé même si elle a lieu à l'autre bout du monde. Prenez une émission par Volkswagen de titres donc de l'industrie automobile d'actions. Si c'est à Singapour que l'opération a lieu, l'échange d'actions entre des investisseurs, elle sera taxée parce que, en réalité, c'est une entreprise européenne, donc c'est quelque chose qui doit être taxé. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça montre bien d'ailleurs que tous ceux dont la Commission, dans le passé, qui disaient mais votre proposition ne vaut rien parce qu'il y aura de l'évasion, eh bien, en réalité, quand on le veut, quand on a l'imagination et quand on sait techniquement ce qu'il faut faire, c'est le cas ici, on peut proposer des mesures qui permettent de lutter contre la spéculation. Je dirais pour le moment, cette taxe n'a pas encore fait ses preuves, mais en tout cas, on voit bien, les fiscalistes le disent, que ces propositions sont intéressantes. Alors cette réforme, évidemment, a des limites. Hein. D'abord, elle ne concerne que 12 pays sur les 28 qui constituent l'Union européenne. Mais ce n'est pas forcément une limite au départ, parce que ça c'est fait dans ce qu'on appelle le cas d'une coopération renforcée. Alors 12 pays sur 28, il y a quand même les plus grands. Il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne entre autres. Donc, si vous voulez, ça représente une masse critique importante. D'autre part, il y a une autre limite, c'est que contrairement à la taxe Tobin, cette taxe ne touche pas les devises. Elle touche les actions, les obligations, hein, particulièrement, et toutes les opérations financières hors opérations sur devises. Donc pour nous, c'est une limite. Évidemment, nous critiquons la proposition dans ce sens. Mais cette taxe, si, d'après les calculs de la Commission, elle était mise en œuvre, elle représenterait à peu près une ressource de 35 milliards d'euros. Alors aujourd'hui, il y a un débat entre les députés européens, la Commission, les ONG sur que faire de cet argent. Bien entendu, il y a des débats. Et là, j'en viens aussi à la raison pour laquelle la Commission a proposé cette taxe. En réalité, ce n'est pas tellement qu'elle veut lutter contre la spéculation, c'est qu'en fait, elle a besoin d'argent. C'est qu'en fait, il y a un problème de pénurie budgétaire, de ressources budgétaires en Europe et dans tous les pays, et que donc l'idée c'est, on va drainer 36, ça marche, si on applique la taxe en toutes ses dispositions, 35 milliards d'euros, et la Commission espère récupérer pour abonder le budget européen. Ce qui peut d'ailleurs, pourquoi pas, être une bonne chose. Ça peut favoriser les politiques agricoles, les politiques d'innovation, etc. Sauf que les pays membres, l'Allemagne en tête, disent mais nous non, cet argent c'est pour nous, c'est pas pour la Commission. Donc là vous voyez déjà, il y a un débat sur l'affectation des ressources. Nous ce que nous disons c'est que ces ressources doivent aller en priorité à des grands objectifs. C'est pas l'idée qu'il faut que ce soit la Commission ou tel pays, c'est d'abord la redistribution nord-sud et le financement des grands biens publics mondiaux dans le domaine de l'éducation, de la santé, etc. Voilà. Alors, où en est-on aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, les choses ne se passent pas très bien. C'est-à-dire que le lobby financier qui s'est opposé avec succès jusqu'ici à la séparation des banques, eh bien, a réussi à bloquer très largement la réforme. Et savez-vous quel est le pays qui freine le plus et dont les gouvernants sont le plus sous la pression de vie financière? La France. Et en particulier, le gouvernement de M. Hollande. Et donc, c'est-à-dire qu'au départ, le gouvernement, il a pas eu Sarkozy, mais c'était des déclarations. Il disait qu'il était pour, alors on aurait vu presque ça aurait donné, mais là, on a appris que les négociateurs français, c'est nos amis allemands notamment de l'attaque allemande qui nous ont appris, il y a eu des fuites, hein,
savamment organisé par les Allemands pour montrer que les Français sont ceux qui freinent le plus. En particulier, il y a un enjeu majeur, c'est les produits dérivés. Pourquoi les Français freinent? Dans ce qui nous paraît une disposition majeure, c'est taxer les produits dérivés, c'est que les grandes banques françaises, Société Générale, BNP Paribas notamment, sont des leaders mondiaux des dérivés actions. Et qu'elles se battent bec et ongle en faisant une pression très importante sur le ministre de l'économie et des finances pour lui dire « pas d'accord, vous n'allez pas toucher notre source de revenus principale, ou une de nos sources de revenus principales ». Et donc là, il y a un vrai enjeu que Bercy est un obstacle dans la manière dont il fonctionne à la régulation financière. Il y a plusieurs raisons. La raison peut-être la plus voyante, la plus criante, c'est la manière dont les élites qui sont à Bercy sont recrutés, c'est-à-dire ceux qui sont en haut, qui ont les postes de direction les plus élevés. Ce sont des énarques, inspecteurs des finances, tous pratiquement, qui viennent ensuite faire un poste à Bercy, donc au ministère des Finances, avec l'idée que dans la poursuite de leur carrière, quelques années plus tard, ils vont traverser la rue nécessairement pour se retrouver dans une grande banque et où ils vont multiplier par 5 ou 10 leur salaire. D'accord? Et éventuellement revenir. Emmanuel Macron, et le phénomène, mais on pourrait en citer d'autres, qui a tourné comme ça, qui a été d'abord à Bercy, qui est allé dans la banque, qui revient. Bon. Et dans le gouvernement, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle en anglais les revolving doors, les portes tournantes. Ça existe aussi ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Mais en France, on est des champions dans ce domaine, et c'est la manière dont les élites, c'est-à-dire ceux qui prennent les décideurs, sont recrutés, qui fait ça. Parce que c'est la même sociologie. Ceux qui sont à Bercy sortent du même corps que ceux qui sont dans la banque. Comment voulez-vous que les premiers contrôlent les seconds? Il y a un vrai problème de conflit d'intérêts. Les premiers qui sont encore à Bercy, sachant que demain, ils vont travailler dans la banque qui va les nourrir et qui va multiplier par 10 leur salaire, vont certainement pas scier la branche sur laquelle ils seront assis demain, en imposant des règles contraignantes pour réduire justement le poids de la finance spéculative. Voilà. La Commission européenne a une de ses prérogatives majeures, c'est la préservation de la concurrence. Et notamment, elle ne se gêne pas pour empêcher les entreprises de fusionner, par exemple, et d'augmenter leur taille. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne réagit pas, ce qui prouve bien qu'il y a une contradiction totale dans sa pratique et sa doctrine, quand elle voit les banques fusionner et devenir extraordinairement importantes. Donc là, c'est quelque chose qui est scandaleux, inadmissible, et qui est une contradiction. Ça veut dire qu'en fait, le monde financier est tellement puissant qu'en réalité, il semblerait qu'il y ait comme ça deux poids, deux mesures, selon les différents secteurs de l'économie. Et par contre, on ne fait rien pour empêcher les banques de grossir. Et quand on sait que pour les banques, c'est encore plus dangereux que pour les autres acteurs, puisqu'il y a le phénomène too big to fail, trop grosse pour faire faillite, et dès qu'une d'entre elles, de nature systémique, comme on les appelle, ces grandes banques, dont nous en avons quoi, tous 5 en France. Nous sommes un des pays du monde, ce qu'on montre dans le bouquin aussi, les plus dangereux, parce que nos banques sont pratiquement toutes systémiques. Alors que vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne, vous allez en Italie, c'est pas le cas. Pour le moment, les choses sont au point mort. Mais nous n'avons pas perdu la bataille. C'est ce que nous pensons. C'est que nous pensons que dans l'opinion publique, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans l'opinion publique, l'idée de taxation des transactions financières a fait son chemin. Je pense que nous pensons que la majorité des Européens sont pour, et que les gouvernements sentent cette pression. Parce que donc, abandonner ce projet de taxation financière serait probablement assez coûteux politiquement. Mais aujourd'hui, on en est quand même au stand-by, c'est-à-dire qu'on en est à une situation, on attend. De sommet en sommet, les gouvernements nous disent on va au prochain sommet prendre une décision, etc. Alors, nous faisons partie d'un réseau ATTAC avec d'autres organisations, comme je parlais d'Oxfam, comme AID, vous savez, qui lutte notamment contre le sida, avec les Amis de la Terre pour les questions écologiques. Nous sommes mis en réseau, en France en particulier, et nous faisons une pression permanente sur le gouvernement. Nous sommes reçus régulièrement d'ailleurs par le ministre, ça n'a rien changé jusqu'ici. À chaque fois, il nous dit « Ah, j'ai reçu les banquiers hier, vous ne vous rendez pas compte des pressions que je reçois, c'est difficile pour moi de prendre une décision, etc. » Mais le président de la République, c'est assez intéressant, a déclaré il y a 3 mois ou 4 mois sur une grande chaîne de radio qu'il voulait une taxe sur les transactions financières ambitieuse pour financer notamment le fonds vert dans le cadre de la COP 21. Donc là, ils sont un peu pris à leur propre piège.
Parce que cette déclaration, peut-être imprudente pour M. Hollande, fait que maintenant, il ne peut pas reculer totalement sur la TTF l'année où la France organise la conférence de la COP21, parce que là, ça serait vraiment un recul lamentable sur le plan politique. On a aujourd'hui des réformes qui auraient pu être ambitieuses. En tout cas, tu as parlé de rapport Liikanen pour séparer les banques, de la directive de la Commission. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est incroyable, c'est qu'on dit les Français ou les anti-européens, disent ouais, la Commission freine, etc. Non, en réalité, aujourd'hui, c'est les gouvernements qui freinent les réformes. La réforme sur la séparation, comme la réforme sur la TTF, mais ce n'est pas la Commission, à mon avis, qui est le premier acteur qui freine, hein. C'est nos gouvernements et notre gouvernement en particulier. L'Europe a bon dos dans cette affaire. Il faut voir où sont les responsabilités. Les fonds propres, c'est le capital action pour une entreprise comme pour une banque. À partir du moment où vous demandez à des banques de détenir de plus en plus d'actions, d'avoir des fonds propres de plus en plus importants, ça veut dire que vous renforcez la logique actionnariale de la banque. C'est-à-dire que vous renforcez le pouvoir des actionnaires dans la banque. Or, qu'est-ce qui amène les banques à prendre des risques plus importants? C'est qu'elles doivent rémunérer, tu l'as dit toi-même, ces fonds propres qui coûtent cher. Vous savez que le niveau de rendement des fonds propres exigés dans la banque, c'est du 15 à 20%. Alors dans l'industrie, c'est du 8%, ou du même moins souvent. Donc, comment voulez-vous sortir des rendements de 15 à 20% dans une banque sans prendre des risques importants, sans aller sur des marchés extraordinairement risqués, volatiles et spéculatifs? Et donc moi, c'est pour ça que je suis opposé, personnellement, à ce qu'on mette en avant comme premier objectif, comme premier moyen d'assurer la sécurité des banques et la stabilité, l'augmentation des fonds propres. Je pense qu'il y a d'autres instruments, c'est-à-dire qu'il y a pléthore d'instruments qu'on a utilisés dans le passé et qui ont bien fonctionné. Et donc moi, toute cette litanie sur les fonds propres, je suis extrêmement réservé. Et malheureusement, BAL 3, qui est le nouvel norme prudentiel, en rajoute encore une couche. Et une faute, c'est un peu une contradiction interne dans le système. C'est-à-dire qu'on veut stabiliser les banques par ces fonds propres supplémentaires, en réalité, on les pousse en crime, quelque part, par ce type de mesures. Nous disons à ATTAC, et nous ne sommes pas les seuls, mais nous disons à ATTAC qu'il faut transformer le mode de gouvernement des banques, de gestion des banques, et qu'il faut instaurer, alors moi j'aime pas, on préfère employer le mot de contrôle social sur les banques, c'est qu'il faut que, dans les instances de direction des banques, il y ait des représentants des actionnaires, publics ou privés, mais en minorité, des représentants des usagers, des représentants des salariés et de la société civile, par exemple pour les questions écologiques. Si on avait ça, c'est une forme de co-gestion en quelque sorte, mais avec beaucoup de partenaires, ça permettrait d'amener les banques à prendre des décisions dans l'intérêt général, parce que tous les partenaires seraient représentés et les actionnaires n'auraient plus comme aujourd'hui la domination qu'ils ont et qui impose donc, des prises de décision dans leur strict intérêt. Voilà. Et aussi qu'il se développe des vraies banques de nature coopérative. Certainement pas, bien sûr, le modèle de Crédit Agricole, hein. Les PCE, qui sont des fausses banques coopératives, même s'ils en ont les statuts. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Si on fait la séparation, et si on fait d'autre part ce genre de réforme, alors on aura un premier pas vers la transformation profonde de la logique du système bancaire.